Good morning, everyone, and welcome to this Île-de-France region studio. Once again, we are going to begin a new roundtable. This morning, we're going to talk about health, and we're going to talk about hope. We're going to talk about innovative therapies behind the future of medicine. We're going to discuss biotherapy, or how technology now makes it possible to build machines that use biology to repair our bodies instead of mimicking biology through chemistry. It means new hope in treating incurable diseases. These innovative treatments are already changing the situation in terms of cancers, degenerative, rare and chronic diseases. Bioproduction is a national and a regional priority, and this has obviously become even more pronounced with the ongoing health crisis, mainly to reduce our dependence on other countries. So France has already a strong pool of companies, skills, researchers recognized in biotechnology. Many of those companies are located here in the Île-de-France region. Now, what are the challenges for this sector? How can we transform the testing of our research skills and find better industrial relays? How do we manage the technical complexity required for the production of these drugs linked to living organisms? How can all this be financed? I'm going to talk about all this with my four guests this morning. So let me introduce Nicolas Rousseau, who's the CCO and co-founder of Eversome. Hello, Nicolas. Hello. Emmanuel Vincent, CEO at ANETIS Technologies. Welcome. Julien Cottineau. Hi. CEO at White Lab Genomics, and Romain Vidal, who's the head of technology transfer at the Région Île-de-France. Hello, Nathalie. Hello, Romain. Welcome to the four of you, and I'm now going to switch to French for our discussion. Pour mieux comprendre donc cette révolution technologique, puisque c'est de ça dont il s'agit, on va commencer par vous trois qui en êtes à l'initiative. Julien Cottineau, donc White Lab Genomics, créé il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous êtes 12 collaborateurs. Vous êtes basé à Station F et à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Ivry. Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez l'intelligence artificielle pour découvrir et développer des thérapies géniques et cellulaires. Bon, comment ça fonctionne? Merci Nathalie. Bonjour à tous et merci encore à l'Île-de-France pour cette invitation. Alors tout d'abord, commençons par expliquer un petit peu ce que sont les thérapies géniques. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être au courant qu'il existe un certain nombre de maladies génétiques, aujourd'hui à peu près 7000. Et donc ces maladies sont à l'origine en fait d'un défaut de l'ADN qui provoque ces maladies. Et donc les thérapies géniques, c'est la constitution d'un médicament en 2 parties, un gène médicament qui va aller soit corriger, soit compenser le défaut génétique à l'origine de la maladie, et également un véhicule qui va permettre justement d'apporter ce gène médicament au sein des cellules, dans le corps, pour corriger ce défaut. Et nous, à White Lab Genomics, justement, nous allons aider les chercheurs à développer des médicaments ou alors accélérer le développement de ces maladies, de ces thérapeutiques, pour contrer ces maladies. Donc, concrètement, quels produits est-ce que vous développez aujourd'hui? Donc aujourd'hui à White Lab, en fait, on développe une plateforme qui est aidée par l'intelligence artificielle, des algorithmes, c'est-à-dire des programmes informatiques qui vont aider à prédire et à concevoir justement des nouvelles thérapies. Et donc on a créé cette plateforme qui s'appelle Catalyst, qui aide à l'utilisateur, donc au chercheur, en quelques clics à accéder à une base de données qui est une base de données exhaustive sur l'ensemble des données de la thérapie génique, qui est aujourd'hui, et de la biologie. Et en quelques clics, en fait, le chercheur va accès à ces informations, et grâce aux algorithmes que nous développons, nous pouvons prédire justement comment accélérer et développer ces nouvelles thérapeutiques. Et ce, à travers différents features, caractéristiques, à la fois vraiment sur le design de la thérapie, mieux concevoir les séquences qui vont corriger la maladie, mais également mieux concevoir les vecteurs, qui est un sujet absolument majeur dans ces thérapeutiques, à savoir comment le rendre plus sûr, plus efficace, et par exemple le bioproduit qui est un des bottlenecks justement de cette industrie. Vous avez plusieurs briques en fait. Oui, tout à fait. Alors, on a cette brique, effectivement, qui est le logiciel, qui est l'interface qui nous permet justement de travailler justement à travers ce savoir biomédical, réglementaire, de brevets.
qui permet justement aux chercheurs, en quelques clics réellement, d'aller chercher, d'utiliser les outils que nous développons justement pour trouver plus facilement, plus rapidement les informations qui vont être essentielles au développement de ces thérapeutiques. Et ce, à travers, par exemple, l'amélioration des séquences, mais aussi, par exemple, trouver les meilleurs animaux modèles pour justement tester ces thérapeutiques, ces médicaments, avant de passer justement sur les phases cliniques chez l'homme. Et justement, c'est l'ensemble de ces outils de bioinformatique, de visualisation, de compréhension de la maladie qui va justement nous aider à faire ça. Et pour faire justement tous ces outils, on utilise différents types d'algorithmes, des algorithmes par exemple de NLP, d'autres de Computational Biology ou encore de Machine Learning. Très bien, merci beaucoup pour ces premières explications. Merci. On passe à vous, Emmanuel Vincent. Donc, Aenitis, 6 ans, vous êtes une spin-off de l'ESPCI ParisTech et du CNRS. Vous développez une approche qui est innovante de séparation, manipulation, filtration de suspension de particules ou d'objets biologiques. Et ce que vous avez mis au point, en fait, pour séparer deux typologies de cellules, c'est d'utiliser l'acoustique, quand d'autres, on en a parlé quand on a préparé cette table ronde, utilisent la plus traditionnelle, on va dire, centrifugeuse et donc gravité. Quel est le principe de ce que j'ai découvert avec vous et qui s'appelle donc l'acoustophorèse ? Alors l'acoustophorèse, donc merci beaucoup. L'acoustophorèse, c'est une technologie qui existe depuis 30 ans mais qui n'a jamais été appliquée à la biologie. Donc nous on est aux confins de la physique et de la biologie. L'idée était d'utiliser une technique simple, non invasive, qui ne fait pas trop peur entre guillemets aux biologistes, c'est-à-dire l'acoustique, donc les ondes acoustiques, les ultrasons déjà utilisés pour les échographies, etc. Il faut savoir que c'est une énergie qui permet aussi de manipuler les objets, de pousser les objets, et on utilise cette capacité de pousser les objets pour les manipuler, donc les isoler, les séparer, etc. Donc c'est une énergie simple. Et l'autre avantage, c'est que ça permet de passer au travers de canaux ou de tubes. Donc on arrive à travailler en conditions totalement stériles, ce qui est hyper important en bioproduction. Aussi, du coup, de ne rien endommager. Exactement. Donc c'est une énergie qui est ultra douce. Une centrifugeuse, ça peut être assez violent. On envoie plusieurs jets, comme on dit, donc en gravitation dans les cellules. Et il y a des cellules qui sont extrêmement sensibles. Les cellules sont un peu comme des êtres vivants. Certains sont très robustes, d'autres sont extrêmement sensibles. Et dès qu'elles s'activent, c'est fini. Dès qu'elles sont un petit peu traumatisées, elles peuvent se braquer et donc arrêter d'échanger avec les milieux extérieurs, voire arrêter leur propre fonctionnement. Et là, l'énergie acoustique est extrêmement douce, c'est une force volumique, donc c'est comme le vent, il gêne personne et c'est un peu la même chose. D'accord. Aujourd'hui, écoutez, quelles sont les applications ? Avec qui est-ce que vous collaborez ? Donnez-nous quelques exemples. Alors, en 6 ans, on a la chance de collaborer avec énormément de monde. On travaille beaucoup avec les intégrateurs industriels de la bioproduction qui sont Méhari et Magenta en Ile-de-France, mais on travaille également avec Nantes, on travaille beaucoup avec l'EFS, on travaille avec plusieurs laboratoires. L'établissement français du sang. Établissement français du sang, excusez-moi. On travaille également beaucoup avec tout ce qui est INSERM, les laboratoires de recherche. Et on travaille également un petit peu maintenant avec l'étranger, EMA Québec et d'autres. Donnez-nous 2 exemples de ce que vous faites concrètement finalement. Alors concrètement, par exemple pour l'établissement français du sang. Voilà, alors l'établissement français du sang, il faut savoir que donc ils ont une obligation de production de ce qu'on appelle les produits sanguins labiles. Concentré de globules rouges, concentré de plaquettes et plasma. Les plaquettes sont assez rares dans le sang, sont extrêmement précieuses, elles empêchent les saignements ou elles empêchent d'éventuels futurs saignements. Donc c'est très important, vous l'utilisez pour des chirurgies importantes, vous l'utilisez pour des accidents, mais également lorsqu'il y a une chimiothérapie ou lorsqu'il y a des pathologies qui entraînent un manque de plaquettes. Donc on a besoin d'injecter ces plaquettes, et aujourd'hui la façon de produire les plaquettes nécessite une centrifugeuse. Et la centrifugation a des effets de cisaillement qui activent les plaquettes et donc qui les dégradent un petit peu. L'idée est d'apporter une technologie qui est beaucoup plus douce et qui permet de faire ça de façon plus simple. D'accord. On travaille également sur le diabète et les îlots de Langerhans. L'idée est de récupérer les îlots de Langerhans qui sont dans votre pancréas ou donc dans un don d'organes. Et à partir de cette technique, on fait des greffes. C'est autorisé en France, c'est autorisé dans plein de pays, mais c'est extrêmement aujourd'hui compliqué à récupérer. On a des rendements qui ne sont pas assez bons. La technologie d'acoustophorèse permet d'augmenter ces rendements. Merci beaucoup. Nicolas Rousseau, chez Eversome, alors vous ne développez pas des thérapies, c'est vous qui le disiez, vous êtes l'usine de production à destination des biotech. Vous avez 2 ans d'existence, aujourd'hui vous êtes 12 chez Eversome. Qu'est-ce que vous faites donc, cette usine ? Comment elle fonctionne ? Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Donc nous, on s'intéresse, on cible certaines biotech donc, qui travaillent sur les exosomes.
Donc qu'est-ce que c'est les exosomes? En fait, c'est des petits bouts de cellules qui sont envoyés par les cellules pour communiquer entre elles. Donc c'est très grossièrement le texto de la cellule. Donc ça permet d'envoyer de l'ARN, des lipides, des protéines. Donc il faut savoir, dans votre corps, vous avez 1000 fois plus de vésicules que de cellules qui se baladent partout. Donc 2 champs d'application. Le premier est le diagnostic. On va pouvoir dépister par exemple Alzheimer ou des cancers. Et le deuxième, qui nous intéresse particulièrement, le thérapeutique. 2 sous-champs, le champ de la régénération tissulaire, donc plutôt sur laquelle Aenity s'intéresse, et le deuxième, le champ de la délivrance, et notamment des délivrances de gènes, et donc là, c'est plutôt like gene. Donc on s'intéresse plutôt sur l'outil biologique, et effectivement, on est vraiment sur la bioproduction de cet outil biologique. Nous, notre technologie permet de produire 10 fois plus, en 10 fois moins de temps, de ces outils biologiques. Alors aujourd'hui, vous êtes incubé au sein de Paris Biotech Santé. Avec qui travaillez-vous concrètement? Je comprends qu'ici, il y a deux partenaires peut-être existants ou potentiels, mais quels sont sinon vos autres partenariats? Alors, donc, effectivement, donc, on est incubé à Paris Biotech Santé. Nos labos donc, vraiment de recherche et de production sont à Descartes. Et on travaille donc avec divers instituts académiques et start-up, que ce soit françaises, européennes, mais aussi on a de la chance de commencer à travailler avec des start-up américaines, notamment une spin-off d'Harvard. Concrètement, donc, par exemple, on travaille avec l'hôpital Georges Pompidou, notamment sur une pathologie qui s'appelle la fistule. Donc la fistule, qu'est-ce que c'est? C'est un trou qu'on va avoir dans le système digestif et qui va donc un trou vers l'extérieur. Donc c'est évidemment pour le patient une qualité de vie assez horrible parce qu'il doit vivre avec des poches, etc. Et nous, on cherche à refermer ce trou grâce aux exosomes de cellules souches qui vont avoir vraiment cet effet régénératif. Donc on produit pour eux, à partir de cellules souches de tissus adipeux, des exosomes. Eux, ils vont pouvoir réaliser l'injection. Donc on est allé jusqu'au modèle vivo, donc au cochon. Donc on a fait une dizaine d'injections de cochons cette année. Donc ça s'est très bien passé. Et on espère pouvoir aller première injection chez l'homme, donc en partenariat, c'est pas nous directement, en 2023. Entendu. Alors on voit vraiment des savoir-faire très innovants, très pointus, mais on le disait en introduction, il y a quand même de grands défis encore à relever. Je vous propose balayer ensemble finalement ces grands enjeux. Peut-être on va parler d'abord de celui de la production en fait. Emmanuel, le challenge à ce niveau-là déjà, est-ce qu'il est technique? Bon, très évidemment oui, mais on y reviendra peut-être plus en détail. Financier? Alors la question est bonne, elle est bien Merci. sûr les deux points sont valables. Moi je pense que le financier est le premier car c'est celui qui permet de financer le développement technique. Et le financier est aujourd'hui un frein assez important sur l'aspect financement privé. Et heureusement on a la région et on a la France, l'Europe qui nous aident avec des aides publiques à financer nos entreprises, parce que les investisseurs privés connaissent encore mal les tools pour la bioproduction, les machines pour la bioproduction. C'est un secteur qui est peu connu, ils n'ont pas encore les métriques pour savoir les risques qu'ils prennent en investissant chez nous. Et donc on a un peu de frilosité et on n'a aucun fonds qui est vraiment dédié à ce secteur-là. On a des fonds du dispositif médical classique, connu. On a des fonds qui font un peu de diagnostic, mais on n'est pas forcément dans le diagnostic, voire pas du tout. Et on est un peu entre deux. Et c'est vrai que trouver des fonds spécialisés qui apportent à la fois bien sûr de l'argent, mais également des connaissances, également un réseau, il n'y en a pas beaucoup en Europe. On a du mal à les trouver, c'est un vrai point. Alors même que, on le sait, et notamment dans le secteur de la santé, ce sont des process très longs, avec des grands temps de recherche, des phases d'essai, etc. Ça fonctionne, pour vous aussi, c'est le cas, évidemment. L'exemple d'Aenity, c'est donc on est né en 2014 et on aura nos premiers produits sur le marché fin 2022 ou tout début 2023. Donc un temps très long qu'il faut effectivement accompagner, notamment financièrement. On entend votre appel au fonds privé. Julien, comment est-ce qu'on augmente aussi, un autre point dont on a bien compris qu'il était déterminant, le rendement, la qualité des lots finalement? D'accord. Merci Nathalie. Effectivement, donc pour améliorer tous ces concepts, il faut d'abord voir l'origine.
Donc aujourd'hui, par exemple, à White Lab, on travaille avec un accélérateur qui s'appelle l'ARTTG, donc l'accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique. Et aujourd'hui, je salue Anne Gali avec qui nous participons, nous collaborons. Et aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre que ce process de production des thérapies géniques ou de différentes thérapies cellulaires, en fait, part d'abord sur cette manufacture par cellule de ces thérapeutiques. Et donc aujourd'hui, en fait, ce process, il est en plusieurs étapes qui nécessitent un certain nombre de matériel, de matériaux et également de protocoles. Et aujourd'hui, en fait, on a une myriade de paramètres, en fait, qu'il faut lier les uns aux autres parce qu'ils sont interdépendants tout au long de la chaîne. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut comprendre comment ces paramètres sont liés les uns avec les autres. Et donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que White Lab Genomics met en place sa base de données, met en place ses algorithmes pour structurer justement tout ce savoir-faire de manière à prédire, en fait, comment ces paramètres vont interagir les uns avec les autres. Et donc, pour répondre justement à cette thématique du rendement, parce qu'aujourd'hui, prenons par exemple des vecteurs lentiviraux qui sont utilisés à la fois en thérapie cellulaire ou en thérapie humaine. Aujourd'hui, par exemple, les rendements sont de 30%, et ce, seulement avec une molécule sur 250 à une sur 500 qui est réellement infectieuse. Donc on imagine vraiment tout le travail qui est nécessaire pour vraiment rendre ces thérapeutiques accessibles à un plus grand public. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut travailler justement sur ces techniques, sur des techniques qui soient à la fois aujourd'hui existantes pour les optimiser, ce qui prend énormément de temps, et c'est là où l'aide de simulation in silico va aider justement à choisir les bonnes voies, les bonnes hypothèses de travail à tester, mais également à créer de l'innovation en prenant par exemple ce qui est fait dans d'autres cadres, dans d'autres thérapeutiques, par exemple chez les vaccins. On en parle souvent avec le Covid. Tout à fait. Et voilà. Et donc aujourd'hui, si on prend justement tous ces paramètres qui sont faits dans d'autres industries biomédicales, on va pouvoir justement connecter ces paramètres et en trouver de meilleures solutions pour de l'innovation. Alors, des rendements, évidemment. Ouais, mieux. On va reprendre, attendez, hop. Ouais. Donc, merci beaucoup. On parlait donc de la question des rendements et de la production, améliorer la qualité de la production. Vous en êtes, du coup, on l'a bien compris, un peu à la source, Nicolas. Peut-être en complément de la réponse de Julien. Oui, tout à fait. Nous, justement, une des façons d'améliorer les rendements, c'est d'avoir de l'innovation de rupture qui sort de différents principes. Donc, on est plutôt sur le principe acoustique chez Anetich. Chez Eversome, on est plutôt sur la stimulation par turbulence. On est sur le stress mécanique. D'accord. Et grâce à cette stimulation, on produit 10 fois plus en 10 fois moins de temps. Et donc concrètement, pour faire une vingtaine de patients, on va avoir besoin d'une échelle de 10 litres, alors qu'une autre société ou un concurrent va plutôt avoir besoin d'une échelle de 100 litres. D'accord. Il faut savoir que pour passer du 10 litres au 100 litres, il faut environ 2-3 ans de développement. D'accord. 2-3 ans de développement. On ne vous a pas entendu, mais du coup, je reprends. 2-3 ans de développement, okay. Excellent. Et ce qui est important, c'est finalement pourquoi on cherche à diminuer ces rendements. Il faut savoir que les nouvelles thérapies commencent à arriver sur le marché, mais ils sont actuellement extrêmement chers. Donc il y a par exemple des thérapies géniques aux États-Unis qui coûtent plusieurs millions d'euros. Et pour l'instant, il y a des patients qui sont choisis au hasard pour pouvoir recevoir ces thérapies. Et donc la finalité finalement de l'augmentation de ces rendements, c'est pouvoir rendre vraiment accessible à tous ces thérapies innovantes et que finalement la sécurité sociale, à la fin, puisse rembourser ces traitements. Et donc, c'est la finalité de l'augmentation de ces traitements. Ces rendements, de ces rendements, oui, excusez-moi. Avec évidemment le patient et la thérapie comme objectif. Il y a un levier industriel qui est aujourd'hui existant. Comment on peut le faire sauter, en fait? Emmanuel en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, un des aspects clés, c'est effectivement les financements. Donc, on est sur des ordres de grandeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, c'est pas accessible à toute start-up. On peut pas faire comme du bootstrapping ou juste commencer rapidement à développer la société. On a besoin rapidement d'avoir des investissements très importants et je pense que c'est ça l'obstacle vraiment de la bioproduction. Qui se pose encore aujourd'hui. Et donc la région et la France a vraiment lancé la bioproduction comme un de ses axes stratégiques et est en train de déployer des budgets assez colossaux pour pouvoir financer des sociétés comme les nôtres.
Il y a une question aussi de souveraineté, on va y revenir. Romain Vidal, donc vous représentez à la région Île-de-France, qui accompagne, Nicolas vient de le dire, ce mouvement de la bioproduction. Et vous avez organisé en mai dernier des assises régionales des biothérapies, de la bioproduction, à l'issue desquelles, donc une grande réflexion, à l'issue desquelles vous avez sorti différentes recommandations. Quelles sont-elles en fait ? Pour revenir un petit peu, c'est vrai que les biothérapies, on l'a vu, c'est un enjeu énorme. On peut le rappeler encore, 50%, près de 50% des essais cliniques en cours concernent aujourd'hui des médicaments de thérapie innovante. Donc la région Île-de-France est saisie de ce sujet, tout comme, effectivement, Nicolas le disait et le rappelait, l'État français a lancé un certain nombre de programmes, nous aussi, et nous sommes sur ce sujet, nous investissons sur ce sujet. Nous avons donc réalisé ces assises en début d'année, qui se sont conclues le 21 mai par des recommandations, 11 recommandations. Nous sommes basés nous avons fait une cartographie d'abord. Nous voulons voir quel était l'existant. Aujourd'hui en Île-de-France, plus de 135 entreprises sur le sujet des biothérapies et de la bioproduction. Pour qu'il y ait bioproduction, il faut qu'il y ait des biothérapies. Et une soixantaine d'organismes de recherche. C'est important, le tissu académique, les laboratoires de recherche sont essentiels pour le développement de ces biothérapies et de la bioproduction. On a de bons exemples aussi autour de nous, puisque on a ici, on l'a indiqué tout à l'heure, des spin-offs de laboratoires de recherche. Sur les 11 recommandations, donc on a axé ces 11 recommandations sur trois axes. Premier, développement d'un écosystème de l'innovation. On doit, c'est cet écosystème qui nous l'a indiqué, développer des réseaux de recherche. C'est ce que nous devrions faire. Deuxièmement, on devra aussi développer des outils de communication. Sur le côté attractivité, c'est important, attractivité aussi bien d'entreprises, implantation de nouvelles entreprises, au niveau aussi de talent. Il y a un besoin essentiel d'expertise, de compétences. C'est un sujet important. Nous devons nous saisir de ce sujet. Donc un job board, un guichet unique pour attirer ces entreprises avec des outils dédiés pour attirer des entreprises internationales. Troisième axe, accélérer l'industrialisation. Oui. C'est un vrai enjeu. Nicolas le rappelait, passer de 10 à 100 litres, etc. Il faut des infrastructures. Donc, les recommandations aussi, c'est lancer de nouveaux programmes, faire du projet collaboratif, faire des challenges, impliquer, et la question du financement avec VCOI, notamment porté par l'EIT Health. Voilà. Il y a un vrai enjeu, en effet, de souveraineté. Il y a un enjeu de souveraineté, on l'a vu, et la crise sanitaire nous l'a démontré. On a tout d'un coup, ça a sauté aux yeux tout le monde en février dernier quand plus personne ne pouvait porter de masque. Ensuite, on est passé plutôt sur justement ces biothérapies que sont typiquement les vaccins ARN messagers. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, il y a un vrai retard en Europe, en France, sur la bioproduction. On est fort, on est bon en biothérapie, on a d'excellentes équipes de recherche. En bioproduction, il faut investir. Il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la production et dans l'innovation pour la production. Merci Romain. Julien, on va conclure tous les trois avec vous trois sur finalement les next steps, chacun dans votre Julien, donc pour White Lab Genomics, quels sont les prochains enjeux à relever ? Alors, le premier enjeu, il est réellement d'accélérer notre développement, donc effectivement de chercher des investisseurs pour nous accompagner, pour développer cette aventure tous ensemble. Et également, notre deuxième étape, c'est surtout de développer notre marché américain, avec qui nous travaillons déjà aujourd'hui, mais nous voulons effectivement nous développer aux États-Unis, qui reste aujourd'hui le marché numéro 1 en biothérapie, et ce, avec différents axes, à la fois avec des sociétés de biotechnologie qui développent effectivement des nouvelles thérapies, avec des acteurs comme Anitis ou comme Everzoom, justement pour de la bioproduction, mais aussi avec des centres académiques qui sont à l'origine justement du savoir pour les thérapies, les biothérapies en général. Donc vraiment pour nous, notre objectif global, elle est vraiment de promouvoir, d'avancer justement sur de nouvelles solutions pour tout un tas de besoins qui sont à la fois les effets secondaires, l'efficacité et justement la bioproduction que nous discutons aujourd'hui. Emmanuel, pour Anitis ? Nous, on est
une phase où on est en train de mettre en place notre industrialisation, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre, alors pas qu'en Île-de-France, mais sur toute la France, nos lieux de production de machines, de canaux, d'assemblage, de générateurs, etc. Donc on est en train de finaliser tout ça et de chercher bien sûr les fonds qui vont avec. Et un autre enjeu, et Romain l'a souligné, c'est qu'on est des entreprises qui sommes dans la haute technologie et qui avons besoin de personnel très qualifié. Oui. C'est des talents qu'il faut attirer, qu'il faut faire venir, mais aussi qu'il faut, qu'on va dire, convaincre versus des grands groupes qui ont des forts moyens. Et donc il faut quand même qu'on soit assez compétitif, y compris au niveau salarial. On coûte beaucoup moins cher qu'une entreprise américaine, je pense, mais on reste quand même des entreprises qui sommes de la très... Enfin, j'ai beaucoup de bac plus 8 à bac plus 10 dans mon entreprise. Donc il y a un enjeu de et de presque de marque employeur. On va faire du business développement, par exemple. Le business développement, j'ai pris quelqu'un d'ultra senior. Mon directeur technique est quelqu'un de senior, etc., etc. Or, la création des équipes et leur constitution est très regardée justement par les investisseurs. Donc, il y a cet enjeu de développement, mais aussi pour la suite. C'est ça. Il faut être crédible, il faut avoir des profils d'un très haut niveau, alors qu'on est une entreprise toute jeune. Contrairement à un grand groupe qui a des gens qui ont grandi dans l'entreprise, qui ont un très grand niveau parce qu'ils ont grandi là. Nous, on les acquiert direct. Bien sûr. Nicolas, Eversom. Alors, donc nous, l'objectif vraiment de cette année, c'est de finaliser l'industrialisation de notre procédé pour pouvoir atteindre l'échelle clinique. Et l'année prochaine, pouvoir transférer notre procédé donc dans des plateformes spécialisées, on en a parlé un petit peu, qui sont les intégrateurs, et donc qui ont des infrastructures GMP. Donc, le GMP, c'est une accréditation, une certification qui permet de produire pour pouvoir injecter chez l'homme derrière. Donc nous, on a vraiment besoin de cette validation réglementaire. Et c'est l'objectif de l'année prochaine. Très bien, on vous souhaite évidemment une très bonne continuation. Merci à tous les quatre de Merci nous beaucoup. avoir suivis et accompagnés lors de cette table ronde. France still has, as you can see, many challenges to overcome regarding its bioproduction services, but the talent, you've seen it, and the desire are clearly there. The structure of the ecosystem needs to be reinforced and the industrial network must be developed. It's still too modest for what is an essential relay for biotechnology companies. Thanks very much for having joined us this morning. We see each other tomorrow for another essential and fascinating topic, quantum calculating. Have a very nice day.